cette audition donc, que nous conduisons dans le cadre de la France Insoumise pour justement faire un état des lieux, une analyse plutôt, recueillir vos analyses et réflexions sur la manière dont vous, qui faites partie de la communauté éducative, avez donc vécu ce confinement. Quid de la continuité pédagogique, quid de la continuité des services de l'État, quelles difficultés, quels manquements vous avez repérés, quelles difficultés et au contraire, quelles solutions vous avez pu trouver. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette crise comme leçon pour l'école du futur. Voilà un peu tout ce qu'on se propose de balayer. Alors aujourd'hui, vous êtes tous les deux enseignants et directeurs du primaire. Là, on s'occupe de l'école primaire. Je vous laisse vous présenter et je vous donne la parole autour de ces grandes questions et à commencer la analyse et réflexion sur la gestion de cette crise. Voilà. Alors peut-être je commence par Thierry ou qui vous voulez. Donc, bonjour, Thierry Guintran. Je suis donc co-secrétaire départemental du SNUIPP FSU du Val-de-Marne, donc, et enseignant à l'élémentaire Henri Bassis à Champigny. Voilà. Bonjour, donc Pascal Chéritian, moi je suis enseignant en classe de CM2 et directeur de mon école depuis 13 ans. Il s'agit donc d'une école élémentaire qui se trouve à Saint-Samin en Isère. Et par ailleurs, je suis membre du collectif des Stylos Rouges, membre de la coordination nationale et administrateur du groupe académique de Grenoble, voilà, et président aussi de l'association qui s'est constituée, l'association des Stylos Rouges de l'Académie de Grenoble. Alexandre Schoen, co-animateur du livret numérique de la France Insoumise. Merci. Alors peut-être, alors je ne sais pas par qui commence, mais peut-être donc au titre de ce que vous représentez, des collectifs ou des syndicats que vous représentez, qu'avez-vous à penser donc de la gestion de cette crise? Voilà. Tu veux commencer ou... Bon. Déjà, il faut se dire que ça a été le chaos au départ. Hein. Voilà. Et les enseignants, c'est l'expression que j'ai voulu utiliser dans un article qu'on a envoyé aux collègues, les enseignants ont tenu la maison. Voilà. C'est-à-dire qu'on a eu la décision du confinement, bon, à laquelle on n'était pas du tout préparé. Hein. Bon, il n'y avait pas eu de planification au départ. Immédiatement, le ministre, d'ailleurs, qui avait dit le matin même qu'il n'avait jamais été question de fermer les écoles. Bon, le matin même à la radio, et le soir, mais d'ailleurs ça avait été redit sur BFM à 15 h, et le soir, on avait l'annonce de Macron que les écoles étaient fermées. Très bien. Bon. Et le lendemain, une prise de parole du même Blanquer disant « tout est prêt ». Ne vous inquiétez pas, les ENT fonctionnent, les enseignants sont en relation avec le CNED, etc. Tout roule. Bon, évidemment, rien de tout ça n'était réel. Et ça a été un peu la panique à bord, bon, notamment du côté de la hiérarchie. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec, pendant quelques jours, une espèce d'enchaînement d'ordre et de contre-ordre qui ont été donnés, extrêmement stressants pour les collègues, que donc les écoles étaient fermées pour les élèves, mais pas pour les enseignants, et que les enseignants devraient venir travailler tous les jours à l'école. Hein, ça, on l'a eu de la part de plusieurs IEN, en tout cas, dans le département. Alors, pas tous, hein, ceci dit, il faut le dire. En plus de ça, il y avait des versions différentes selon les circonscriptions dans notre département. Hein, mais on a eu ça sur plusieurs inspections, hein, le fait que la présence des enseignants était obligatoire au moins pendant la période des heures scolaires. Ensuite, bon, que ça allait être pour ceux qui avaient des difficultés de santé ou qui étaient en garde du télétravail, mais pas pour les autres. Et puis finalement, on a reçu une lettre, donc c'était 3 jours après
l'annonce, donc c'était le dimanche, il me semble, hein, dimanche en fin de journée, du recteur disant que ça allait être sur la base du volontariat. Bon, et que donc c'était les enseignants volontaires qui allaient accueillir les enfants. On ne savait pas exactement lesquels à ce moment-là. Bon. Dès qu'on a su qu'il s'agissait d'accueillir, enfin de mettre en urgence hein, en place l'accueil des enfants de soignants, c'est là où je dis que les enseignants ont tenu la maison, c'est que nulle part il n'y a eu absence de volontaires. Hein, des volontaires, il y en a eu partout. Tout le monde a bien évidemment vu l'enjeu qui était hein, là de l'urgence sanitaire pour toute la société, pour l'ensemble de la population et de la nation. Et je pense que les collègues ont répondu présent partout. En tout cas, dans notre département, on n'a pas eu un seul cas, hein, une seule circonscription où cet accueil n'ait pas été mis en place, effectivement, sur la base de volontaires. Et voilà, hein, je veux dire, là tout le monde a tenu le choc. Bon. Ensuite, tout s'est mis en place aussi vraiment à partir de la base, hein, je veux dire, pas à pas, à partir des pratiques hein, qu'ont pu mettre en place les collègues. Alors ici, ça a été des visioconférences par Skype, par Zoom, là des coups de téléphone. Bon, les mails, bien sûr, hein, ont été importants pour ce que le gouvernement a d'abord présenté, enfin, ce que Blanquer a d'abord présenté comme l'école à la maison, puis de manière en baissant un peu les objectifs, la continuité pédagogique. Bon, ce qui était la réalité, c'est que tout le monde a fait comme il a pu. Voilà, tous les enseignants ont fait comme ils ont pu pour maintenir un lien le plus vivant hein, possible avec les élèves. Bon, maintenant, peut-être juste conclure là-dessus, le bilan de tout ça, c'est que il y a effectivement une partie des élèves qui ont décroché. Hein, bon, avec des liens difficiles, enfin difficiles tout simplement pour avoir des retours hein, de la part de certaines familles. C'est évidemment souvent, alors c'est une petite minorité, hein, mais c'est une minorité qui existe. Bien entendu, c'est souvent les élèves les plus fragiles hein, qui sont dans cette situation-là, qui ne sont pas accompagnés par les parents plus difficilement. Il y a à la fois des problèmes techniques hein, qui se posent, tout à fait réels, mais il y a aussi bon, la question de l'éloignement un petit peu, hein, avec les enjeux de l'école bon, qui rentrent en compte. Ceci dit, vraiment, on n'a pas eu du tout de retour de la part même de la part d'ailleurs de la FCPE, par exemple, hein, avec qui on est en contact, de parents qui diraient que ça se soit mal mis en place ou que les enseignants n'étaient pas présents, etc. Nulle part on a eu ces retours-là, bon, ce qui montre bien que voilà, l'engagement des collègues a été total dans cette période, comme ils pouvaient, avec leur matériel, je rappelle. Hein, c'est leur matériel personnel, leurs imprimantes, enfin, voilà, c'est la débrouille totale à la maison. Et on n'a pas été formé en plus. Hein, je veux dire, enseignant au CNED, c'est un métier, enfin, c'est une formation. Enseignant à distance, c'est un enseignement particulier. Bon, voilà, on a fait comme on a pu, en envoyant des petites vidéos, en envoyant, voilà, en essayant de trouver. Et d'ailleurs aussi en tant qu'organisation syndicale, on a essayé hein, de proposer par exemple des ressources hein, aux collègues, bon, en termes d'envoyer des plans de travail, des défis aux enfants, enfin voilà, mettre toute une série de vidéos en ligne, que ce soit sur France Inter, enfin, toute une série C'est pas sorcier, etc. Enfin, voilà, essayer de faire une banque de ressources pour les collègues pour essayer de passer cette période de confinement. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses que moi aussi j'aurais pu dire et sur lesquelles je rejoins Thierry. C'est sûr que dès le vendredi matin, lorsqu'on est arrivé dans l'école, c'était le chaos, hein, clairement, puisque personne n'était prêt à ça, même si le ministre l'a dit tout de suite et s'en est défendu en disant que tout était prêt. Il est vrai que du côté de la hiérarchie aussi, ça a été panique parce que nos inspecteurs se sont retrouvés confrontés au même problème que nous. Hein. Ils ont appris la veille de la bouche du président de la République ce qui allait se passer. Je crois pouvoir dire que dans la matinée, ou en tout cas dans la journée du vendredi, nous avons eu 3 mails de mémoire. On a eu info numéro 1, info numéro 2, info numéro 3.
tout s'est calé au fur et à mesure. À titre personnel, j'étais très très heureux et satisfait d'être ce jour-là en décharge de direction, parce que la pression qui nous est tombée sur les épaules ce jour-là a été assez intense. Et je ne sais absolument pas comment ont fait les collègues qui ce jour-là étaient en charge de classe et n'ont pas eu de temps pour analyser tout ça et se mettre en place. Voilà, je me permets aussi une petite parenthèse, puisqu'il est vrai que le vendredi matin, dans mon école, j'ai reçu un coup de téléphone de mon inspectrice qui m'a légèrement recadré par rapport à des propos que j'avais eus la veille dans le Dauphiné libéré, puisqu'une journaliste m'avait appelé pour connaître mon sentiment suite à l'annonce du président de la République. Donc, je lui avais dit qu'on se tombait forcément des nues, hein, on n'était pas préparé du tout à ça, que contrairement à ce que disait le ministre, il n'y avait rien qui était prêt, hein, on n'était pas prêt à aller à la bataille, hein, on n'avait pas les outils qu'il fallait, on n'avait pas eu le temps de se retourner, voilà. Et je pense surtout ce qui a fait réagir, c'est que j'ai eu le malheur de dire que on avait pu voir ce soir que notre ministre s'était lui-même fait recadrer par sa hiérarchie. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas très bien passé. Pourtant, c'était la réalité, puisque Thierry l'a dit, hein, le matin, il n'en était pas du tout question. Il avait bien dit que les écoles ne fermeraient pas, que ce n'était pas à l'ordre du jour. Donc du coup, j'ai imaginé qu'il y avait également au niveau de l'inspection académique un service qui épluchait ce qui se passait dans la presse et qu'on était guettés. Après, je sais que je prends un risque aussi, puisque contrairement à mon collègue Thierry, je n'ai pas d'étiquette syndicale. C'est le propre du collectif, donc on est un peu moins protégé de ce côté-là. Ce qui m'a d'ailleurs aussi renvoyé à toutes les discussions qu'on avait eues sur l'article 1 de l'école de la confiance, qui a beaucoup agité les débats à l'Assemblée. Et on est effectivement passé dans la chaîne des recommandations de ce qui était dit, du vendredi après-midi à, je crois que c'est le dernier mail qui a été reçu vers 16h, où on nous disait, lundi, tous les enseignants sont présents et au travail dans l'école. J'insiste aussi sur le côté souligné, hein, les enseignants sont bien présents et au travail à l'école, comme si on avait l'intention de prendre un billet de train et de partir en vacances dès le lundi matin. Puis petit à petit, donc on s'est retrouvé pendant le week-end à devoir composer, parce qu'il y a déjà eu des évolutions. On nous a dit qu'il n'était peut-être pas utile que tous les enseignants soient présents. Très rapidement, il a été évoqué la question uniquement de l'accueil des enfants des personnels soignants. Et puis finalement, le cheminement se faisant dans le week-end, moi aussi dans ma position de directeur, avec les responsabilités qu'on a, tout ça sans statut, bien sûr, je le précise, il a fallu aussi composer et s'organiser avec la mairie. Je rappelle aussi que ce week-end-là, c'était un week-end bien particulier. C'était les élections municipales. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'avoir Madame le maire au téléphone en plein scrutin, hein, vraiment, c'était en plein cœur de l'après-midi. Il a fallu s'organiser pour savoir comment s'organisait l'accueil des élèves le lendemain. Est-ce qu'il y aurait la cantine qui allait être maintenue? Est-ce qu'il y aurait du personnel municipal sur place pour assurer la garderie? Bon, bref, voilà, on a trouvé un fonctionnement. Donc en définitive, il était question d'accueillir les enfants pour lesquels il n'y avait pas de solution. On était finalement 5 enseignants sur 8. Et dès notre arrivée à l'école le lundi matin, on a tout de suite reçu un mail du rectorat. Donc nous, ce n'était pas le dimanche, mais c'était bien le lundi matin, de mémoire vers 8h45. Mail du rectorat qui nous expliquait effectivement que seuls les enseignants qui voulaient, qui pouvaient être sur place à l'école, devaient l'être. Et puis effectivement, ça s'est enchaîné. Dès le lundi soir, on a eu l'annonce que le confinement était généralisé en France et qu'à partir du mardi, il ne serait plus possible de se déplacer. Donc, l'inspectrice, et je pense que ça a été le cas à peu près partout, hein, l'inspectrice a établi des autorisations de déplacement pour les directeurs, uniquement pour les directeurs, pour avoir le droit de se déplacer dans les écoles et donc d'assurer le lien avec les familles et la continuité pédagogique. Voilà. Au départ, on n'était pas limité. Donc, moi, là, je parle vraiment de mon point de vue. J'étais parti sur l'idée qu'on assurait 2 permanences par semaine. Donc, j'avais décidé le lundi matin et le jeudi matin sur une période assez courte afin de distribuer, par exemple, aux parents qui en avaient besoin les documents qui avaient été fournis par les collègues, puisque ça, je pense qu'on en parlera après, mais il faut aussi bien imaginer que tous les parents ne sont pas équipés en informatique, n'ont pas d'imprimante, n'ont pas forcément un accès des plus pratiques à Internet. Donc voilà, et puis après, chemin faisant, on est arrivé à l'ultime bout qui a été qu'on a clairement reçu un mail, les directeurs de la circonscription, où on nous demandait de ne venir à l'école qu'une fois par semaine. Voilà. Mais
là, du coup, j'insiste bien aussi sur cet aspect direction. Très rapidement, dès le départ, on a été mis en première ligne. On a été confronté, on a été obligé d'assurer ce lien avec les parents. Donc, je considère qu'on a aussi pris des risques supplémentaires. On a été amené à aller chercher plein de choses dans les classes, à manipuler plein de feuilles. On a des parents qui venaient nous remettre le travail des enfants ou qui les laissaient dans la boîte aux lettres. Donc, j'étais amené à relever ce qui se passait dans la boîte aux lettres. Et puis, du fait que les collègues n'avaient pas le droit de venir à l'école, j'en ai quelques-uns, et puis ça a été dit d'ailleurs, il y a eu plein d'échos partout en France où des enseignants ont sollicité des autorisations pour se déplacer et aller dans les écoles. Ça leur a été refusé. Alors, ce qui peut être logique aussi, parce que l'idée c'était de faire en sorte que le moins de monde se déplace. Mais du coup, on nous a demandé, nous aussi, les directeurs, d'assurer cette tâche de continuité entre parents et enseignants. Du coup, moi, je me suis retrouvé à faire plein de photos en rafale de tous les documents que je trouvais dans la boîte aux lettres pour envoyer aux enseignants et qu'ils puissent du coup suivre ce qui se passait dans leur classe. Voilà un petit peu comment ça s'est passé. Après, bon, je pense qu'on va rentrer dans le détail et évoquer quelles difficultés on a rencontrées et quelles ont été les solutions trouvées. Mais là, en tout cas, au niveau de la direction, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus inquiétant et beaucoup plus fort aujourd'hui. On est vraiment en première ligne et on nous demande de prendre pas mal de responsabilités. Voilà. Merci. Peut-être revenir sur cette notion de continuité pédagogique, qu'est-ce qu'elle a eu lieu, qu'est-ce que ça signifiait, ça a eu du sens, ça en a maintenant, ça a évolué. Du coup, je vais reprendre la parole, puis je laisserai Thierry compléter, comme ça on se fait une petite partie de ping-pong. Alors la continuité pédagogique, il est clair que très rapidement, et puis ça tombait sous le sens, il allait être compliqué d'avancer dans les programmes. On sait très bien les difficultés que ça allait avoir pour les parents. On sait bien que la présence en classe est prioritaire, n'est pas contestable. Je veux dire, on apprend en classe, c'est pas pour rien qu'on apprend en classe. Donc continuer au sein des familles, c'était compliqué et c'était donner beaucoup de responsabilités aux parents. Donc on a fait effectivement ce qu'on nous demandait de faire, à savoir qu'on est allé sur la consolidation de ce qui a déjà été fait, ce que nous on pourrait appeler carrément faire des révisions, soyons clairs. Voilà, donc en ça c'était jouable dans la mesure où à chaque fois qu'on lançait quelque chose aux enfants, c'était pas nouveau et qu'ils avaient forcément les outils ou les clés pour le faire. On a beaucoup insisté sur la plateforme du CNED. Voilà. Le ministre très rapidement a dit que la plateforme du CNED était prête, que ça avait été expérimenté, que ça tournait pour les premières écoles qui avaient été fermées, les écoles en Alsace et les écoles dans l'Oise. Alors, c'est l'occasion de faire une petite parenthèse sur le site du CNED. C'était un outil qui était intéressant, sauf que c'est un outil qui est très compliqué à utiliser pour les parents, pour plein de raisons. Déjà, l'architecture du site fait qu'on a des plannings par semaine. On a des livrets numériques par matière. On a ce qu'ils appellent, je crois, un cahier de bord pour du coup travailler dessus, en lien avec les livrets numériques. Mais par exemple, si on prend le travail en histoire sur le cahier de bord de la première semaine, ça ne correspond pas forcément aux premières pages du livret numérique que les enfants sont censés utiliser. Il y a eu pas mal de parents qui ont des difficultés d'accès au site du CNED, qui n'ont pas réussi à se créer de compte. Alors peut-être par maladresse, peut-être parce que le site buguait de temps en temps. A priori, au fur et à mesure, la situation s'est un peu arrangée. Bon, moi, j'ai quand même toujours eu des parents qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à accéder. Et puis, il faut quand même dire ce qui est. La plateforme du CNED, c'est quand même quelque chose qui est réservé aux familles les plus aisées. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir un ordinateur, il faut une connexion Internet, il faut pouvoir faire des impressions. Par exemple, il n'est pas possible de compléter, de travailler sur ce cahier de bord sans faire les impressions des feuilles. Donc tout ça, c'est des difficultés pour les familles. Et puis sur ce site du CNED, on avait la possibilité de créer une classe virtuelle. Donc de faire ce qu'on est en fait en train de faire de la visio avec nos élèves. Ça fonctionne. Le seul problème, c'est qu'on a été livré à nous-mêmes. Moi, je suis allé un peu voir, j'ai fouillé, j'ai essayé de voir comment ça fonctionnait, je n'ai pas trouvé toutes les fonctionnalités. J'ai d'ailleurs alerté l'inspectrice à ce sujet-là.
qui m'a dit qu'on avait un référentis, technologie de l'informatique et de la communication. Donc, je l'ai contacté. J'ai reçu un manuel d'utilisation de cette classe virtuelle du CNED qui tient en 4 ou 5 pages, ce qui est relativement sommaire et qui d'ailleurs ne montre pas toute l'étendue des possibilités de ce site. Donc, peut-être qu'il aurait été intéressant de nous fournir un manuel d'utilisation bien plus étoffé. Puisqu'effectivement, après, l'animatrice informatique nous a proposé de nous faire une petite formation un jour en début d'après-midi, et on a découvert des fonctionnalités qui n'existent pas sur le manuel. Voilà, donc c'est bien dommage. Malgré tout, à l'heure actuelle, il existe par exemple une fonctionnalité sur le site du CNED, enfin, j'imagine qu'il existe une fonctionnalité qui permet de s'enregistrer, donc peut-être de faire des captures de moments de cours, de choses qu'on pourrait proposer aux élèves, d'enregistrer pour qu'après ils y aient accès. J'avoue qu'à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas comment ça marche, ce qui est quand même embêtant. Voilà. Le site de la classe virtuelle, qui a ses avantages, a aussi ses inconvénients. Par exemple, au-delà de 8-9 élèves, c'est très compliqué. Donc, faire une classe virtuelle avec tous les élèves, ce n'est pas possible. Enfin, déjà, ce n'est pas possible parce que tous les parents n'y accèdent pas. Mais en plus de ces contraintes techniques, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que lorsque des collègues comme moi, ont décidé de rentrer dans cette démarche et ont essayé d'avoir des moments de classe réels avec leurs élèves, on a été obligé de multiplier ces temps par 3 ou par 4. Ce qui fait qu'on a toujours du travail supplémentaire, parce qu'on continue d'assurer les affaires courantes, de préparer du travail à distance, d'assurer les corrections qui nous sont renvoyées, et dans le même temps, on multiplie aussi les temps d'enseignement par petits groupes. Voilà. Et la question aussi qu'on peut se poser, ça anticipe peut-être aussi sur l'après, les leçons à retenir, il existe aussi plein d'autres outils. Là, par exemple, on est en train d'enregistrer via Zoom. C'est un outil qui fonctionne très bien et qui, par exemple, ne limite pas le nombre de participants. Simplement, il y a des outils qu'on nous a clairement indiqué de ne pas utiliser, Zoom, Discord, etc., au nom de la RGPD. Voilà. Alors, ok, ça s'entend. Après, ça a été très différent d'un coin à l'autre, d'une académie à l'autre, d'un inspecteur à l'autre. On n'a pas tous reçu les mêmes recommandations. Ça n'a pas été prohibé pour tout le monde. Par exemple, moi j'ai des enfants, personnellement, qui sont au collège et au lycée. Ils ont eu des cours par Discord. Voilà. Donc, et en fait, on se demande pourquoi est-ce que, même maintenant, enfin j'espère qu'on y travaille, l'éducation nationale n'est pas en mesure de fournir un outil, alors peut-être la classe virtuelle du CNED ou autre chose, qui respecterait les normes de la RGPD et qui nous permettrait d'avoir, par exemple, les fonctionnalités qu'on a là en ce moment. Voilà, ça c'est une vraie question. Et après, alors j'étais en train de chercher si j'avais aussi autre chose à dire concernant la continuité, mais du coup, je vais peut-être laisser la parole à Thierry pendant que j'essaye de reprendre en tête ce que j'avais. Oui, bon, de toute façon, voilà, je vais juste rajouter quelques éléments, presque une expérience personnelle. Bon, on va dire que s'il faut résumer, ça a été de la débrouille et de la débrouille. Voilà. Et pour ce qui est après alors des solutions effectivement qui nous avaient été proposées en priorité sur la question de la continuité pédagogique, le CNED. Bon, moi je vais donner mon expérience personnelle. Je n'ai jamais réussi. Alors pourtant j'avais fait, je travaille avec une collègue, parce que bon, j'ai une demi-décharge syndicale, donc on est à deux sur le poste. Bon, j'ai réussi à me faire une fois entendre par la collègue qui s'est connectée comme élève, enfin comme si elle était une élève, on va dire, comme invitée. J'ai essayé par 2 fois avec mes élèves, je n'ai jamais réussi à ce qu'ils m'entendent. Voilà, donc déjà, on va dire que le première étape a été un problème, et je ne sais toujours pas pourquoi. Pourtant, j'ai même envoyé, je me souviens, un mail au conseiller pédagogique de ma circonscription, enfin, en expliquant voilà, les difficultés qu'on rencontrait. Bon, je pense que là, c'était au tout début, ils devaient crouler sur les demandes. Bon, je crois que en tout cas, il n'y a pas eu de suite, on va dire, à cette demande d'intervention. Bon, voilà, le problème, c'est que très largement, c'était les retours aussi qu'on avait de la part des collègues. Soit ça ne fonctionnait pas, soit c'était très difficile d'utilisation pour les collègues eux-mêmes, mais surtout pour les parents. Là, je ne répète pas ce qu'a dit Pascal,
il y a des plans de travail en fait, qui sont prévus par niveau. Mais bon, ça marche pour les enseignants, pour les parents, les enfants de profs, cette affaire. Hein. Bon, au-delà, je pense qu'il y a peu de parents qui arrivent à se dépatouiller des cours qui sont même prévus en fait sur le site hein, du CNED. Donc, je suis persuadé qu'il y a plein de choses qui sont utilisables, mais très sincèrement, en tout cas dans mon expérience personnelle, moi, ça m'a malheureusement pas été utile et je n'ai pas entendu de retour très positif de la part des collègues. Bon. Alors, par contre, effectivement, il y a eu. Alors après, on va dire que ça peut partir dans tous les sens, hein, mais il y a eu une multitude d'expérimentations finalement, hein, d'outils qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'utiliser, comme par exemple donc, la visioconférence. Hein. Alors, moi j'ai commencé par Skype, puis par Zoom, parce que j'ai bien vu, alors là c'était aussi au niveau militant, que Zoom fonctionnait mieux hein, et permettait d'avoir plus de connexion de manière plus claire, etc. Bon, et que par ailleurs, c'était visiblement rendu gratuit si on s'y inscrivait sous son adresse professionnelle. Hein. Donc, bon, on a pu l'utiliser. Je fais une parenthèse d'ailleurs, c'est aussi une découverte au niveau militant, hein, cette affaire. C'est-à-dire que là, on a, nous, dans notre département, hier, on avait déjà eu plus de 500 collègues qui se sont réunis dans une série de réunions d'info-syndicales de Visio-RIS qu'on a organisées cette semaine. Hein. Donc, depuis lundi jusqu'à donc hier, hein, nous étions donc mardi, 500 collègues en 2 jours. Et là encore, il y a eu plus de 120 collègues, 130 collègues qui se sont réunis en visioconférence sur Vitry. D'autres, là, je sors d'une visioconférence à Fresnes, Rangistier, on était une quarantaine. Enfin voilà, des nombres de participants en visio qui sont même supérieurs, on va dire, à ceux des RIS qu'on organise habituellement sur les circonscriptions. Donc voilà, on va dire que ça, c'est quelque chose au moins qu'on aura pour le coup acquis de manière certaine, c'est l'expérience de la visioconférence. Dans le cadre militant, ça ne remplace pas hein, les réunions physiques, mais c'est vrai que ça peut être très efficace pour réunir notamment beaucoup de collègues. Et pour ce qui est des enfants, bon, des élèves de ma classe, moi aussi maintenant j'utilise Zoom. Bon, on va dire que voilà, on a notre fan club quoi, qui est là régulièrement. On n'a pas tous les élèves, hein, il ne faut pas se raconter d'histoire. On a des retours hein, par mail, par contre, de plus d'élèves hein, que ceux qui viennent vraiment au visio. Mais voilà, hein, c'est ceux qui sont les plus suivis, qui roulent le mieux, qui sont les plus, on va dire, dans cette démarche-là de la classe, quoi, hein, en visioconférence. C'est pas le cas pour tous les élèves. Non, mais en fait, voilà, Thierry aussi a raison. Hein. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de retours pas toujours très positifs par rapport à cette classe virtuelle. On a eu des informations très tardivement. Comme je le disais, on n'a pas toujours eu le manuel d'utilisation qui allait bien. Et puis, il y a en face de nous des parents, c'est ça, qui sont pas forcément des experts en informatique. Et moi, il m'est arrivé très régulièrement, alors qu'on avait démarré des séances, de perdre 1 ou 2 élèves en cours de route, puisqu'il y a des problèmes de connexion, voilà, des choses diverses et variées. Mais c'est vrai, par contre, je le rejoins tout à fait sur nos capacités d'auto-formation, on va dire. On a découvert des outils qu'on ne connaissait pas. On a été, après je vais peut-être apparaître comme un candide par rapport à des gens qui sont habitués à manipuler l'outil informatique. Mais moi, j'ai découvert qu'en recevant par mail des documents de parents, que sous tel ou tel format, il m'était possible d'annoter, d'utiliser Paint, de voir qu'il y avait un outil qui existait sur les fichiers PDF, etc. C'est des choses sur lesquelles nous, on n'est pas du tout formés, on n'a pas l'habitude d'utiliser ça. Nous, on est des professeurs des écoles. Alors, je ne sais pas si les enseignants du second degré sont un peu plus rodés à ça, mais nous, c'est le bon vieux cahier et le stylo rouge, quoi. Voilà. Donc, on a été quand même, je pense, en grande capacité de s'auto-former. Ça, c'est évident. Et voilà, je savais sur quoi je voulais embrayer tout à l'heure. Ensuite, il y a eu un autre
un autre outil qui a été mis à notre disposition pour essayer de pallier des parents notamment. Le ministre a annoncé, alors de mémoire, je n'ai pas tout à fait le calendrier, mais je crois que c'était le mardi matin de la 2e semaine de confinement, un matin dans Télématin, il a parlé de la fameuse plateforme DocaPost, donc en relation avec la Poste, qui permettrait aux enseignants de faire passer du travail aux familles qui ne sont pas équipées. Voilà. Alors on a attendu, parce qu'on s'est dit, tiens, oui, effectivement, c'est une bonne chose, c'est peut-être une solution pour envoyer aux familles le travail à distance pour les parents qui ne peuvent pas imprimer, pour les collègues qui ne peuvent pas se déplacer, etc. Donc on a attendu ça de façon très impatiente. On en a parlé, ça a été récurrent sur les groupes. Mais de mémoire, nous avons reçu au moins une semaine plus tard, je crois que c'est ça à peu près le délai, nous avons reçu par le biais de la boîte de l'école un document qui nous expliquait le fonctionnement de cette plateforme DocaPost. Donc il était demandé à ce qu'il y ait un référent dans l'école, peut-être le directeur, j'en sais rien. En tout cas, il fallait trouver quelqu'un qui voulait bien s'y coller, puisqu'on avait un code pour l'école et que cette personne qui était référente avait en charge de collecter les documents passés par les collègues, à déposer soi-même sur cette plateforme pour que le document soit envoyé. Voilà. Donc on imagine aussi la lourdeur de la chose, ça veut dire qu'il faut s'entendre, il faut s'organiser, il faut centraliser, il faut transmettre. Et on était déjà à un moment où on nous avait informé que la Poste allait limiter ses tournées. Et je crois qu'il était clairement dit que les facteurs ne passeraient plus que les jeudis, vendredis et samedis. Donc, déjà, il y a un peu moins de souplesse. Mais surtout, ce qui est très embêtant, c'est qu'il était clairement annoncé que pour chaque famille, on était limité à 6 pages, c'est-à-dire 3 feuilles recto-verso. Et ça nous a posé problème. Parce que, alors là, à titre personnel, avec des CM2, en essayant d'être le plus précis possible, mais en leur envoyant leur plan de travail quotidien, c'est toujours 2 pages, 3 pages, parfois 4. Donc, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est limité à un envoi par semaine et 6 pages? J'ose même pas imaginer les collègues de maternelle qui travaillent essentiellement sur fiche, et on comprend bien pourquoi. Comment est-ce que cela était jouable? Alors, pourquoi est-ce qu'on on donne les clés du camion à une seule personne pour l'école? On nous dit qu'on nous fait confiance. Ben, faites-nous confiance. Il y a plein de solutions. Ou bien on peut très bien donner un code à chaque enseignant qu'il recevra par le biais de sa boîte pro, voilà, puisqu'on a tous une messagerie pro dans l'éducation nationale. Ou bien, tout simplement, en se connectant par le biais de sa messagerie pro, pouvoir accéder à cette plateforme. C'est quand même beaucoup plus souple de faire en sorte que chacun puisse gérer par rapport à la famille qui pose problème ou avec qui on doit être en relation, plutôt que d'avoir toujours une personne qui se charge de ce travail-là. Voilà. Très honnêtement, pareil, au vu de ce qui se passe sur le groupe, sur le collectif, là, le groupe national des stylos rouges, c'est quelque chose qui a été complètement transparent. Donc je pense que ça a été tellement difficile à utiliser, à mettre en place, et peut-être même du fait que ce soit limité en nombre de pages par semaine, on va dire que ça a été un outil mis à disposition qui s'est enterré de fait, de suite. Voilà. Je suis très curieux de savoir qui a vraiment utilisé. Quelques petites questions complémentaires pour essayer d'avoir des précisions supplémentaires. Une première question assez générale concernerait Monsieur Guintran, Monsieur Chiritian, la fragmentation des plateformes. Le ministère avait déclaré au début du confinement être en capacité d'absorber 7 millions de connexions journalières au cours de la semaine pour 15 millions d'élèves en situation de confinement, de très nombreux aussi personnels de l'éducation nationale, que ce soit enseignants administratifs ou de direction. Au final, vous avez évoqué cette idée de débrouille des profs pour essayer de pallier. Qu'est-ce qui a expliqué à ce point, quels ont été les vecteurs qui ont expliqué une telle fragmentation du corps enseignant sur beaucoup de plateformes différentes? Qu'est-ce qui a été les éléments qui ont catalysé un petit peu cette atomisation des professeurs dans plein de plateformes différentes?
Une question aussi sur les offres d'entreprises privées, parce que la communauté éducative a été soumise aussi à des propositions d'entreprises privées qui venaient apporter des solutions, enfin des pistes de solutions pour gérer le confinement en période numérique. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce type de démarchage-là? Est-ce que ça a une plus-value ou est-ce que c'est plutôt une impasse? Et une dernière question, et j'en poserai peut-être une ou deux ensuite, mais plus tard. Une dernière question sur la place des collectivités territoriales, notamment dans l'accès au numérique des familles. Est-ce que des collectivités territoriales, autant en Isère que dans le Val-de-Marne, ont pu distribuer des terminaux de connexion à des familles qui n'avaient pas de moyens de connexion, à la fois le terminal, mais aussi la connexion Internet qui va avec. Et je poserai plus tard la question des autres obstacles à la connexion, comme les élèves allophones, etc. Mais je poserai ça un peu plus tard. Merci. Juste pour préciser quand même, moi je suis en CE1, je crois que je ne l'ai pas dit, je suis enseignant en CE1, donc c'est sûr que ce n'est pas tout à fait la même chose quand on a, et j'ai 2 enfants qui sont scolarisés, donc parce que c'est le jumeau, un garçon et une fille, en CP dans mon école, hein. Donc je vois bien aussi comment ça se passe pour les enfants de CP, de CE1, et c'est pas tout à fait la même chose évidemment que pour, je parle même pas des enfants les élèves du collège, hein, mais même pour les cycles 3, quoi, hein. C'est évidemment pas tout à fait la même démarche et les mêmes manières d'amener, on va dire, hein, la relation en visioconférence. Bon, c'est évident qu'on est. Après, je vais répondre hein, aux questions d'Alexandre, mais en visioconférence, pour les petits, finalement, on a deux, enfin, c'est pas vraiment un choix, mais on a deux possibilités, quoi, hein. C'est soit essayer vraiment, mais alors, le plus possible de refaire comme la classe. C'est-à-dire, tu prends ton cahier, tu prends ton stylo, ta règle, hein, tu traces un trait, etc. Et voilà, ça a même d'ailleurs un côté rassurant hein, pour les enfants de se retrouver dans cette situation-là. Un petit côté rassurant, mais on ne peut le faire qu'avec des tout petits groupes. Moi, je vois le maître de ma fille, notamment, bon, voilà, il ne peut pas avoir plus de 3, 4 enfants en connexion en même temps dans cette situation-là, parce que c'est évidemment, ben, les enfants posent des questions, peuvent intervenir, doivent montrer leur cahier, etc. Enfin, donc, c'est très compliqué. Donc, il est obligé de faire autant de connexions. Alors, bon, c'est des CP dédoublés, vous direz. Hein, donc, ils sont 14, mais bon, hein, ils font autant de connexions que de petits groupes de 3 ou de 4. Nous, on a fait le choix de travailler plus parce qu'ils sont un peu plus grands, par plan de travail. Hein, donc, ils ont des choses à faire dans la semaine et c'est aux enfants de s'organiser, de nous envoyer leur plan de travail. Et on a par contre 2 rendez-vous visio par semaine. Hein. Mais on va dire que ça a autant à voir avec du pédagogique que on va dire, du lien humain aussi entre les enfants pour qu'ils se voient. Voilà, il ne faut pas sous-estimer, je pense notamment chez les petits, mais je pense que c'est vrai aussi pour les plus grands, le côté quand même bon, à la fois stressant, mais surtout bon, pesant quoi, hein, du confinement chez les enfants. Et pour certains, voilà, je veux dire, avec des vraies questions, des fois presque des petits débats philo sur, bon, voilà, j'ai peur, quoi, hein, j'ai peur de tomber malade, j'ai peur de la mort, etc. On a eu ces discussions-là hein, avec mes élèves moi, de CE1. C'est vrai qu'on est un département qui a été particulièrement touché aussi, il faut dire, hein, par le Covid. Bon, alors, sinon, sur les différentes questions par rapport aux différentes plateformes, pardon. On va dire que ça s'est fait un peu voilà, selon ce qui était à disposition. Hein. Beaucoup de collègues ont utilisé des blogs, par exemple, pour mettre des photos, pour mettre des choses que leur envoyaient les enfants. D'autres, bon, moi je ne connais pas trop ça, mais des Framapad. C'est vrai qu'il y a eu des démarches hein, de la part des mails, etc. Bon, il faut dire qu'on en recevait déjà de la part de sociétés privées, mais je pense que ça n'a pas tellement
ça n'a pas tellement pris par rapport aux collègues qui avaient déjà à disposition, on va dire, l'essentiel de manière plus ou moins gratuite ou avec, bon, éventuellement, pour ce qui est des blogs, je pense par exemple là, ouais, c'est toute mon année, je ne sais plus le titre de ce type de blog, bon, mais c'est souvent fait pour des classes transplantées, en fait, ces trucs-là. Hein. Bon, donc, après, ils proposent des petits suppléments payants. Bon, bah, souvent, les collègues utilisent les options de base et ne prennent pas, évidemment, les suppléments qui demanderaient soit aux familles, soit eux-mêmes de payer. Et pour ce qui est des collectivités, bon, ça a été bah, voilà, très différent d'une commune à l'autre. Moi, je pense à. Alors, voilà, on va dire que le pire des retours qu'on a eu, c'est par exemple la mairie de Villejuif qui a des tablettes, bon, mais faute d'organisation, faute d'à peu près tout. Alors, sûrement, peut-être parce qu'ils n'en ont pas suffisamment, mais ces tablettes, pour l'instant, elles dorment, sont stockées dans une école, dans plusieurs écoles, et elles n'ont pas du tout été distribuées. Alors, c'est peut-être aussi par manque personnel, d'accompagnement, du fait d'avoir peur de ne pas pouvoir récupérer le matériel à la fin du confinement. Mais en tout cas, on sait que ces tablettes, elles existent massivement parce qu'ils voulaient remplacer en fait même tous les ordinateurs fixes du parc hein, des écoles par des tablettes que les écoles se prêteraient les unes les autres. C'était ça leur idée sur les uniformes. Donc elles existent, mais elles n'ont pas été prêtées du tout. Hein. Donc elles sont inutilisées à l'heure actuelle. Ailleurs, bon, moi je vois sur Champigny, la mairie a effectivement fait a récupéré hein, les listes auprès des écoles des parents qui seraient les plus éloignés hein, du numérique. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu les moyens hein, de leur fournir. Je ne parle même pas d'une connexion, mais même une tablette. Voilà. Bah après, moi, je rejoins effectivement ce qui s'est dit hein, sur la fragmentation des enseignants sur tel ou tel outil plutôt qu'un autre. On a envie de dire que ça a été un peu dans le même sens que la débrouille, à savoir qu'on a entendu parler de ci, de là, qu'il existait telle ou telle application. Alors, il y a les Framapad. Moi, j'ai aussi entendu parler Padlet, parce que c'est que le Padlet, je n'ai aucune connaissance là-dessus. Effectivement, il y a des choses qui existent. Alors, les entreprises privées, forcément, hein, on en reçoit plein. Moi, en tant que directeur, en ouvrant la boîte mail de l'école, tous les jours, c'est 5, 6 jusqu'à 10 propositions par mail d'éditeurs, de concepteurs d'outils informatiques, etc., qui nous relancent. Ils savent très bien qu'on est dans un moment charnière où on est sensible à ça. Donc, forcément, bon, je me fais un devoir, en étant dans l'éducation nationale publique, de rester avec les outils qui sont donnés et d'essayer d'être totalement imperméable par rapport à ce genre de démarche. Il est vrai aussi que, alors je ne sais pas, peut-être que certains collègues sont entrés dans les fameux dispositifs complémentaires qui existent sur tel ou tel outil pour avoir forcément les extensions. Je ne pense pas que beaucoup quand même soient rentrés là-dedans, même en voulant le faire financer par les coopératives scolaires, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer et on essaye quand même de faire au minimum avec ce qu'on a. Puis bah, quand on ne peut pas, on ne fait pas. On ne va pas inventer des choses qui vont coûter de l'argent. Et puis après, par rapport à la redistribution de potentiels outils informatiques de la part de collectivités ou d'associations, alors pareil, hein, aucun écho dans mon secteur. Le ministre en a beaucoup parlé. Là, j'ai un collègue qui est en région parisienne, qui n'est pas forcément dans les secteurs les plus favorisés, qui a l'air de dire aussi que ça n'a pas été une règle. Moi, je peux vous garantir aussi que dans notre territoire, entre le rural et le périurbain, il n'y a absolument aucun écho qui est remonté jusqu'à moi d'une possible distribution de matériel ou de prêt. Voilà. Moi, j'ai dépanné du monde, par contre. Voilà, au niveau de l'école, j'ai prêté une imprimante, j'ai prêté un écran, en disant, parce que les parents en avaient fait la demande, hein, c'est pas facile aussi pour un parent de venir et de dire moi je suis embêté parce que j'ai pas d'imprimante ou moi j'ai pas de connexion internet, voilà. Donc il m'est arrivé de prêter en l'occurrence un écran et une imprimante pour des familles qui n'en avaient pas. J'ai répondu à la demande, hein, mais s'il avait fallu équiper tous ceux qui n'avaient pas, ça risquait d'être compliqué au niveau de l'école. 200 élèves, 164 familles, ça risquait d'être compliqué.
Mais ça me permettait aussi de rebondir là par rapport à ce qu'a dit Thierry sur les fameux suppléments payants et l'investissement qu'on aurait peut-être à faire personnellement. Il est clair qu'on s'est effectivement débrouillé avec notre matériel personnel et qu'il y a beaucoup de collègues qui, pour se simplifier la vie, sont allés dans de gros investissements. Moi, je vais prendre mon exemple personnel qui est relatif, hein, mais ça m'a coûté de l'argent. Par exemple, j'en suis à mon 2e jeu de cartouches d'encre, donc 2 fois 40 €. Ça faisait quelques semaines déjà, pour ne pas dire plusieurs mois, que j'avais une imprimante qui ne fonctionnait pas à mon domicile. Lorsque j'ai appris dès le jeudi soir qu'on allait être amené à faire l'école à la maison, il a fallu acheter une imprimante. Alors, je l'aurais sûrement fait cet achat, mais là j'ai été obligé de le faire dans les circonstances. Voilà, je n'ai pas pu différer mon achat ou quoi que ce soit. Et heureusement, parce que mon imprimante, elle tourne. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai été obligé de me faire prêter une webcam. Je n'avais pas de webcam. Voilà, bon, bah, j'ai été obligé de me faire prêter ça. Donc, on est forcément dans la débrouille. Le ministre l'a reconnu. C'est-à-dire que l'autre jour, lors de son audition devant la commission de l'éducation de l'Assemblée nationale, il a reconnu effectivement que les enseignants avaient été amenés à utiliser leur propre matériel. Il a dit que c'était un problème et qu'il faudrait s'en souvenir par la suite. J'espère qu'il s'en souviendra et qu'il ne s'en souviendra pas comme le statut ou la fonction de directeur d'école dont il devait s'occuper à l'automne et qui est resté lettre morte, ceci dit en passant. C'est effectivement un problème qu'on utilise notre matériel. On a plein de gens autour de nous qui sont dans le privé, qui ont été amenés à faire du télétravail, mais qui sont tous revenus chez eux avec le matériel qui était laissé à disposition. Nous, on a été complètement contraints d'utiliser ce qu'on avait chez nous. Et j'imagine, et je l'ai lu aussi, parce que je vous garantis que 72 000 personnes qui discutent sur un groupe, sur un collectif, on en a eu des tas qui ont dit qu'ils étaient totalement coincés, parce qu'ils n'avaient pas de connexion Internet, ou parce qu'ils étaient dans des endroits un peu reculés, que ça ne fonctionnait pas correctement, ou qu'ils avaient du matériel qui était trop ancien. Donc c'est un réel problème. Et dans les leçons à retenir, pour la suite, j'espère que le ministre va bien tenir ses engagements et reviendra là-dessus. Je crois qu'il a dit, peut-être pas ouvertement ou à mot couvert, mais qu'en tout cas, la question d'équiper les enseignants était une vraie question cruciale et qu'il faudrait s'y attaquer. Voilà. Comment ? Pourquoi ? Sous quelle forme ? Est-ce qu'il est envisageable de proposer une prime aux enseignants en début d'année, une espèce de prime de rentrée scolaire pour les enseignants ? Parce que tout au long de l'année, on est amené à faire des frais dans le cadre de notre travail, et que jusqu'à preuve du contraire, moi, j'ai jamais fait de note de frais dans l'éducation nationale, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir saisir à bras-le-corps. Merci. Mes 3 dernières questions rapides. Alors, une première un peu générale sur votre façon de vivre dans votre quotidien professionnel. Les autres obstacles qui constituent des fractures numériques, en plus de la fracture de l'infrastructure et de l'équipement des foyers, c'est tout ce qui est la barrière parfois de la langue, les élèves allophones, les problématiques dans certains foyers de la dyslexie, de la dyspraxie, la problématique aussi de certains parents qui peuvent être dans des situations d'illettrisme ou d'électronique, c'est-à-dire d'incapacité à manipuler l'outil numérique, utiliser une souris ou ouvrir correctement un logiciel, envoyer une pièce jointe. Donc ça se rapproche aussi avec un autre élément d'interrogation qui est la problématique des gestes d'hygiène numérique pour les… Est-ce que les familles sont suffisamment autonomes, voilà, sur le plan du numérique? La deuxième question, qui vous est beaucoup plus personnelle à vous en tant que praticien de l'enseignement, c'est le rapport au télétravail et à la déconnexion. C'est-à-dire, comment est-ce que vous vivez votre rapport au télétravail depuis le 16 mars? Est-ce que vous arrivez à vous accorder des moments de déconnexion? Et comment est-ce que ça fonctionne? Et peut-être ma dernière question, c'est la question du rapport entre le praticien et la famille, voire l'élève. C'est-à-dire, est-ce que vous seriez une forme d'éponge qui absorberait aussi les angoisses et les peines des élèves, des familles? Est-ce que vous adoptez une posture
davantage encore qu'auparavant une forme de posture un petit peu de psychologue, même si le mot est mal choisi. Comment est-ce que le numérique a redéfini votre proximité avec les familles et les élèves? Et peut-être une question bonus sur est-ce que vous estimez que les offres de formation de classe à distance proposées par le ministère sont intéressantes ou non? Merci. Par rapport à la première question sur, on va dire, plutôt des élèves à profil particulier, moi, j'ai eu effectivement des échos de collègues qui sont dans des quartiers compliqués, plutôt défavorisés, avec effectivement des parents qui n'ont pas toujours accès à la langue française, peut-être aussi bien au niveau de la lecture que de l'expression. Je peux comparer, je peux donner un exemple très simple, c'est-à-dire entre, par exemple, mon école et une école qui se trouve à vol d'oiseau à 5 km de mon école. Moi, à titre d'exemple, j'ai 2 familles qui m'ont dit qu'elles n'étaient pas en capacité d'imprimer du travail. Par exemple, j'ai des mails de tout le monde. Je peux contacter toutes les familles par mail. Toutes ont une connexion Internet. Alors après, uniquement par tablette ou par le biais de la 3G sur leur téléphone, je ne sais pas trop comment ils ont fonctionné, mais en tout cas, voilà, ils ont tous un accès quand même au numérique. Et dans ma classe, je n'ai que 2 parents qui ne peuvent pas imprimer. À 5 km de là, une collègue qui est enseignante en maternelle, qui m'explique qu'elle, dans sa classe, elle n'a que 2 parents qui peuvent imprimer. Donc, on imagine bien les difficultés, surtout en maternelle. Voilà. Donc, il est évident qu'il y a eu, de ce point de vue-là, alors on était parti sur la barrière de la langue, etc. Mais là, il y a aussi, en plus, la barrière du numérique, qui est complètement ingérable. Ensuite, par rapport à des élèves qui ont des profils particuliers, type dyslexie, dyspraxie, on s'est adapté dans nos classes. Là, comme ça, à distance, c'est compliqué. Déjà, il y a tout l'aspect pédagogique. Il y a notre présence, il y a la présence aussi de ces élèves qui, à côté d'eux, parfois, ont une AVS ou une AVSH. On essaye d'adapter, de donner un exercice différent ou de faire en aparté aux parents une petite parenthèse en leur disant qu'ils ne fassent que tel ou tel exercice. Il faudra peut-être l'aider là-dessus. Voilà. En général, la plupart du temps, ça a été de dire aux parents, vous connaissez les difficultés de vos enfants, on les connaît nous aussi, faites pour le mieux. Voilà. Et on a beaucoup dit faites pour le mieux, y compris pour les familles pour lesquelles il n'y avait pas de soucis. Donc on imagine que pour ces enfants, ça a été compliqué. Après, on a aussi parfois des conseillers pédagogiques qui ont été là, qui ont donné des solutions, qui ont essayé de trouver le moyen de faire un suivi un peu plus précis avec ces élèves-là. Mais de toute façon, le fait d'être à distance, évidemment, ramène de la difficulté pour toutes ces situations. Ensuite, par rapport aux familles et leur expertise ou leur degré de capacité à utiliser l'outil informatique, c'est très dur de le savoir. Tout simplement parce que c'est ce que je disais juste avant. C'est aussi confesser une faiblesse, une difficulté. Et même si moi, par exemple, je suis plutôt dans une école où les gens ne sont pas trop en difficulté, on a une population hétérogène, mais grosso modo, il n'y a pas de grandes difficultés. Je vois bien que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. On a des parents qui très facilement sont capables de prendre les feuilles du jour, scanner, envoyer en PDF, nous arranger la vie. Voilà. Et puis par contre, d'autres parents qui n'ont même pas eu l'idée de, par exemple, prendre en photo le travail de l'élève et de l'envoyer directement comme ça. Voilà. On ne sait pas si les difficultés d'accès au site du CNED ou à la classe virtuelle, c'est des problèmes de connexion ou simplement, on va dire, un problème d'utilisation de l'outil. Et je pense que c'est très compliqué de savoir comment les familles ont géré tout ça. Parce que confesser ça, c'est déjà rentrer un peu dans l'intime de la famille. Donc voilà, si ça peut aussi répondre par rapport à la question de l'autonomie du numérique. Et puis après, nous, par rapport à notre vie, moi, j'avais eu souvent le réflexe de me dire j'ai des copains qui travaillent de chez eux, qui sont tout le temps en télétravail. Ça doit être cool d'être à la maison, d'être un petit peu libre, etc. En fait, on se rend compte que non, c'est très, très consommateur de temps et qu'on n'arrive jamais à décrocher. Moi, je me suis surpris certains soirs à avoir vu passer l'après-midi, me retrouver à 18h30, 19h30 et être toujours sur l'ordinateur. Voilà. C'est très, très compliqué de décrocher. Moi, je me suis astreint au fur et à mesure à ce que quand je recevais les travaux des élèves,
de corriger, renvoyer aux familles, parce que voilà, j'estimais que quand on recevait la moindre des choses, c'était d'assurer un rendu. Donc l'espèce d'envie tout le temps galopante, de ne pas prendre de retard, de se dire ah tiens, en plus ça bip, il y a un mail qui vient d'arriver, donc on va voir. D'être toujours sur le qui-vive aussi. Alors il y a le rôle de directeur qui fait qu'on est toujours dans l'attente de voir s'il n'y a pas quelque chose qui va tomber sur la boîte mail de l'école. J'avoue que certains soirs, je ferme l'ordinateur à 22h30 ou 23h, mais le réflexe que j'ai, c'est d'aller voir ma boîte mail pro et la boîte mail de l'école. Voilà. Donc c'est très très consommateur. Il faudra vraiment battre en brèche l'idée que peut-être certains ont eu que depuis 5 semaines, la vie était cool pour les enseignants et que le télétravail, c'était quelque chose de confortable pour nous. Pas du tout. Ne serait-ce déjà aussi par tout le travail que ça a demandé de nous réadapter parce qu'on ne sait pas faire. Là, on va peut-être un peu extrapoler, mais pour la reprise le 11 mai, on est en train de nous dire qu'on va sûrement être obligé d'assurer du présentiel et du distanciel. Alors déjà, effectivement, je ne vois pas comment est-ce qu'on aura le don d'ubiquité, faire deux choses en même temps, mais en plus, on n'a pas vocation, enfin, ce n'est pas dans nos missions que d'assurer de l'enseignement à distance, même si les conditions sont un peu particulière en ce moment. Voilà. Et puis, pour l'offre de formation, il est clair que je pense que ça pêche du côté des professeurs des écoles. Ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans la culture du primaire. Il y a tout un travail qui se fait dans le secondaire, par le biais des ENT, par exemple, par le fait que les collèges et les lycées ont été équipés beaucoup plus tôt que les écoles élémentaires et maternelles de tableaux interactifs, de vidéoprojecteurs interactifs, etc. Mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment un effort à faire là-dessus pour vraiment nous présenter tout ce qu'il est possible de faire sur des choses toutes simples, comme je disais tout à l'heure, en utilisant Paint, en utilisant des outils qui existent dans les PDF. Et puis nous mettre à disposition des outils. On vient de vivre une crise sanitaire. Peut-être que l'avenir nous amènera aussi, alors, soit à continuer, soit à en revivre d'autres. Peut-être que ces situations de confinement sont amenées à revenir. Hein, voilà, on ne le souhaite pas, on croise les doigts. Mais en tout cas, il est sûr qu'à la lumière de ce qu'on vient de vivre, il va falloir nous former un petit peu plus, mais aussi nous équiper un peu plus. Bon, je ne vais pas rajouter grand-chose là par rapport aux élèves à besoins particuliers, élèves allophones, illettrisme. Voilà, effectivement, c'est peut-être au mieux. Hein, voilà, c'est tout à fait ce qu'a dit Pascal. Moi, j'ai un élève, puisqu'on intègre aussi des élèves du lycée, hein, notamment en classe. Donc, j'ai un élève du lycée. Bon, voilà, on a. Alors, il est aussi suivi hein, par le collègue de l'ULIS, mais on a fait de manière espacée bon, ce qu'on a pu quand on avait des retours. Un des élèves où c'était effectivement compliqué. Voilà, un élève aussi en inclusion, enfin en inclusion, oui, qui a une AVS. Bon, voilà, c'est tout ça est compliqué, hein, évidemment. C'est 10 fois plus difficile pour ces élèves-là, pour eux, hein, et pour nous d'assurer le suivi dans ces conditions. Bon, après le rapport à la déconnexion, comment dire, c'est à la fois, oui, alors à la fois pour la classe, bon, je ne vais pas redire ce qui a aussi été dit sur le fait que ça peut sembler cool et sympa vu de l'extérieur. Bon, quand on le pratique, bon, voilà, on est effectivement connecté tout le temps. C'est aussi vrai au niveau syndical. Là, je peux vous dire qu'avec le mouvement des personnels, nous, ça a commencé avant-hier. Le 11 mai, et les réunions dont je parlais, et les visio-risques qu'on a organisés, c'était justement sur la question du 11 mai. Hein, donc, on a un appel intersyndical. Bon, à dire que dans ces conditions, on ne peut pas envisager reprendre le 11 mai. Donc, les quatre organisations syndicales du département. Bon, c'est beaucoup de temps aussi qui est passé. Donc là, je parle en tant que représentant des personnels et pas simplement en tant que maître de CE1. Beaucoup de temps qui est passé sur le téléphone portable, sur
sur Zoom, etc. Bon, voilà. Et c'est vrai que ces derniers jours, je décroche peu de mon écran. J'allais juste revenir aussi sur quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi certaines tâches administratives au niveau de la direction qui ont dû être maintenues. Alors sur plein de choses, effectivement, ça s'est allégé parce qu'il n'y a plus le quotidien de l'école au sens entité, hein, c'est-à-dire l'école qui tourne avec l'accueil de parents, avec des rendez-vous, etc. Par contre, il y a un certain nombre de contraintes qui tombent à cette période de l'année et qu'il a fallu assurer, et ça a été très compliqué. Par exemple, on était en pleine procédure pour les admissions en 6e. Donc ça, c'est le moment où, au mois de courant mars, on fait les procédures par le biais de l'application qui s'appelle Afflenet. Et il a fallu, en 4e vitesse, non seulement distribuer ce qu'on appelle les volets 1, désolé du jargon, hein, pour les familles, le vendredi avant les vacances, mais on nous a demandé aussi, je crois que, en tout cas en ce qui me concerne, la demande a été faite vers 15 h, en sachant que nous, on terminait l'école à 16 h. Il fallait, dans ce laps de temps, j'ai le temps de tout imprimer pour mes élèves de CM2 et de tout leur donner avant 16 h. Et heureusement que j'étais en décharge, parce que sinon, après, c'était très compliqué à gérer. Il aurait fallu que je télécharge chaque document, un par un, pour les retransmettre aux familles par mail. Et il en a été de même pour les décisions de passage, puisque normalement, à cette période de l'année, on est censé indiquer à chaque famille le passage des enfants en classe supérieure. Donc là aussi, très très compliqué. D'habitude, c'est un document qu'on imprime, qu'on remet aux familles, avec une navette entre eux et nous. Bon, là, il a fallu s'adapter. Hein. C'est-à-dire qu'on a carrément spécifié par mail aux parents que la décision était prise du passage en classe supérieure, sans document, sans rien, et en prenant simplement un tout petit peu plus de temps pour là ou les familles pour lesquelles on avait envisagé un maintien. Mais surtout, derrière ça, ce qui est très embêtant, et c'est ça que je veux dire, c'est que malgré le moment un peu particulier et les conditions qu'on vit, il n'y a eu aucune modification de calendrier. C'est-à-dire que tout ce qui avait été annoncé à l'avance a été maintenu. Les dates n'ont pas bougé d'un iota. Mais il faut imaginer les difficultés qu'on a eues. Moi, très honnêtement, gérer cette année les admissions 6e, ça a été très compliqué. Parce que déjà, on n'avait pas la proximité avec les familles. Donc, on n'a pas pu leur expliquer à la porte ce qui se passait. Les questions qui sont arrivées par mail. Donc, il a fallu leur dire par mail. C'est du temps supplémentaire. Il a fallu se battre pour les récupérer. J'ai été obligé d'aller plusieurs fois à l'école. Par exemple, je demandais à des parents de me les renvoyer par mail. On me disait, non, c'est dans la boîte aux lettres de l'école. Donc, en définitive, je crois que, alors je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est la date du 15 avril pour remplir les demandes des familles pour les affectations. Alors, soit dans l'établissement public de secteur, soit une demande de dérogation, soit c'est une demande dans un établissement privé. Je crois que la deadline était le 15 avril. J'ai obtenu mon dernier document le 14. Voilà. Et là, je me disais quand même qu'il aurait été utile et judicieux de nous donner un delta supplémentaire pour qu'on ait le temps de tout récupérer. Voilà. Et sur certains aspects, la direction s'est simplifiée et sur d'autres, beaucoup moins. Et là, je pense qu'avec la perspective du 11 mai, c'est très compliqué. Et pour revenir sur la déconnexion, depuis le 16 mars que le confinement a été décrété, je ne sais même plus si je suis travail, pas travail, à la maison, à l'école, en vacances, pas en vacances. Là, je suis dans ma 2e semaine de vacances. Je ne les ai pas vues. Hein. Elles ont eu de vacances que le nom. Votre point de vue sur la reprise, puisque vous êtes en primaire, les premiers, hein, du 11. Juste après, pour compléter par rapport aux leçons à retenir, j'en ai déjà un petit peu parlé. Il y a un certain nombre d'outils qui sont peut-être à creuser, à développer, à s'inspirer. Hein. Tout à l'heure, par exemple, je parlais de l'outil Zoom qui était intéressant et que je ne voyais pas pourquoi l'éducation nationale ne pourrait pas se doter d'un tel outil. J'ai parlé effectivement de l'équipement des enseignants parce qu'il faut que tout le monde soit en capacité de pouvoir travailler correctement. Il a effectivement annoncé aussi le ministre qui prévoyait un grand plan de développement numérique pour permettre aux familles d'y avoir au maximum accès. Attendons de voir ce qui va en être, hein, comment est-ce que tout ça va se passer, comment est-ce que les moyens vont être distribués, notamment le matériel. Après, j'ai quand même envie aussi de dire quelque chose et de revenir sur ce qui est un cheval de bataille du collectif des stylos rouges depuis le début,
c'est que ça fait maintenant 5, 6 semaines, 7 semaines, je ne sais même plus, je ne compte plus, qu'on très clairement, on nous félicite, qu'on nous brosse dans le sens du poil, parce qu'il faut quand même continuer à bien nous câliner pour qu'on continue à faire le travail correctement. À de très nombreuses reprises, tout le monde, que ce soit le ministre, le Premier ministre, le président de la République, même s'il l'a fait un soir où il fallait corriger le problème de la cueillette des fraises, tout le monde a loué notre grand professionnalisme, notre investissement, la capacité qu'on avait eue de s'adapter. Il faudra peut-être qu'à un moment donné, quand même, ça soit frappé des faits et qu'au niveau des salaires, on reconnaisse notre professionnalisme. Le cheval de bataille, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, les enseignants dans l'éducation nationale soient rémunérés à la hauteur de tous les cadres de la fonction publique. Puisqu'on est plein de qualités et que toutes ces qualités nous sont reconnues, on attend aussi d'avoir un métier et un salaire qui soit à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Et j'espère que voilà, nos dirigeants s'en souviendront à la sortie de cette crise, même si, on ne va pas se leurrer, il y aura plein d'autres problèmes économiques à régler. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut quand même remettre sur la table. Il n'y a pas de problème économique. Hein. Je suis à la commission des finances. D'accord, je vous Il crois. n'y a pas de problème économique. Je serai là pour leur rappeler. Eh bien, qu'on pense à nous alors, effectivement, et qu'on Il n'y a pas de soit problème payé économique. Hein. décemment. Il y a encore l'ISF, la taxe d'habitation, il y a, que sais-je encore, la flat tax, les paradis fiscaux. Enfin, il y en a. Enfin, il y en a. En tout Enfin, cas, on va calculer ça, on va calculer. voilà, ou en tout cas, on nous fera bien clairement dire que penser qu'il y a plein de choses à remettre en route et que les priorités ne sont pas à la rémunération des enseignants, surtout que si les premiers, s'il y en a qui doivent passer avant nous, et effectivement le mérite aussi, ou ils le méritent, c'est effectivement le personnel soignant qui a montré combien ils étaient investis dans leur métier, et ça a sans doute été beaucoup plus visible que nous, mais je crois que nous aussi, on est quand même particulièrement ça a été très visible aussi ce qu'on a fait. Moi, je voulais dire un mot quand même, effectivement, sur la question des salaires, mais pas seulement sur la question des salaires, le lien qu'il y a entre, effectivement, la question de la reconnaissance et des salaires et la question du recrutement. Parce que là, on va avoir quand même à reconstruire l'école à la rentrée. Hein. C'est-à-dire qu'on va, et par ailleurs, on ne sera pas forcément sorti de l'épisode d'épidémie à la rentrée. Donc, on va être dans une situation où on va devoir dédoubler des classes, où on va devoir, si on est bien toujours dans une situation épidémique, hein, bon, où on va devoir avoir des moyens supplémentaires. Je ne vois pas comment est-ce qu'on ne peut pas accorder des moyens supplémentaires à l'éducation nationale dans ces conditions. Bon. Et la question des salaires est totalement liée à la question du recrutement. En tout cas, dans notre académie, des postes à pourvoir, il y en a. Il y en a qui ne sont pas pourvus, faute du nombre de candidats suffisants, hein, et ça c'est vrai surtout depuis la masterisation, hein, c'est-à-dire que depuis que maintenant on recrute les enseignants à Bac+1, puis donc Bac+2 à la fin de leur année de stage, bah, effectivement on a moins de candidats par rapport à des salaires de début de carrière qui sont extrêmement bas par rapport aux autres, enfin, par rapport aux alternatives, on va dire, hein, qu'on peut avoir à Bac+1, Bac+2. Hein, bon. Donc, ça, tout le monde est au courant, c'est un énorme problème de recrutement qu'on a à l'éducation nationale et de nombre de postes. Voilà, je parle de la question du recrutement et puis à la question des supports budgétaires. On aura besoin d'un plan d'urgence à la rentrée pour toutes les académies et je pense en particulier pour toutes les zones populaires où le confinement aura durement touché les enfants. Ben, il y a eu une dotation exceptionnelle qui a été donnée par le ministre de 1250 ou 240 et quelques postes récemment. Ben, écoutez, pour le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis, zéro poste. Voilà. Zéro poste ont été prévus parce que la priorité a été mise, soi-disant, donc, sur les écoles rurales. Alors, non pas que la question des écoles rurales ne soit pas importante, hein, elle est tout à fait importante. Bon, et justement, il ne s'agit pas d'opposer les populations les unes aux autres. Hein, et c'est pourtant ce qui a été fait là hein, par le ministre. Moi, je vois dans notre académie, c'est donc les 24, je crois, hein, création de postes supplémentaires, dotations supplémentaires pour l'académie.
ont été réservés donc, à la zone rurale du 77. Donc, en l'occurrence, bon, Provins, Fontainebleau, voilà. Bon, enfin, on va dire que socialement, en plus, c'est pas forcément là, en l'occurrence, les zones, on va dire, les plus en difficulté de l'académie. Bon, donc ça, c'est en tout cas tout à fait en lien à la fois avec la question des salaires et avec la reconstruction de l'école qu'il va falloir engager après une période de confinement où on sait très bien, là, on a vu, bon, tout ce qu'ont pu faire les collègues, mais on sait très bien que pour plein de gamins, on va les reprendre à l'endroit où on les avait laissés au moment du déconfinement, voire ayant un peu régressé au niveau scolaire. Donc là, on sait très bien que l'année prochaine va être extrêmement difficile, extrêmement difficile. Et donc, on va avoir besoin de moyens supplémentaires. Donc, quelques mots sur la sortie du confinement, peut-être? Bon, ben, je vais continuer sur ma lancée, si tu permets, Pascal. Bon, donc comme j'ai dit tout à l'heure, nous on a commencé là une campagne unitaire, donc SMUD-PPFSU, SMUD-IFO, SUD Éducation et CGT Éducation, ensemble pour dire que dans les conditions actuelles, le déconfinement nous paraît, enfin la réouverture. Alors, parlons d'abord nous de ce dont on parle pour nos organisations syndicales, c'est la réouverture des écoles. Bon, cette réouverture des écoles ne nous paraît pas du tout possible dans de bonnes conditions. En tout cas, là, nous, on va parler pour notre département. Je ne connais pas non plus la situation en détail de tous les départements de France. C'est vrai qu'il y a des départements qui ont été beaucoup moins touchés que d'autres. Donc là, évidemment, le traitement ne peut pas être du tout le même d'un département à l'autre. Et pourtant, on nous dit, ça va être... D'ailleurs, j'ai bien écouté hier l'intervention du Premier ministre. Il a parlé de zones vertes et rouges pour les collèges. Hein. A priori, pour les écoles, c'est tout le monde, c'est la grande rentrée le 11 mai. Bon, on court à la catastrophe. Et je pense qu'on court à la catastrophe pour plusieurs raisons. Je vais dire les choses comme je les pense et comme je le dis aux collègues. L'annonce de Macron, évidemment, n'avait rien à voir avec la question des enfants éloignés du numérique, etc. C'est évidemment en rapport avec les attentes du MEDEF, des marchés et du patronat. Bon, d'ailleurs, ça a été les premiers à applaudir les déclarations du président de la République, hein, disant qu'enfin un cap était fixé pour le déconfinement. Bon, ça a été le MEDEF hein, qui a été le premier à applaudir ces déclarations. Très bien. Je pense que d'ailleurs personne n'est dupe hein, on va dire des motivations réelles hein, du gouvernement en la matière. Je pense qu'il y en a, ceci dit, une deuxième de motivation. C'est de faire une espèce, alors enfin qui est en lien bien sûr, hein, c'est de faire une espèce de test grandeur nature, parce que là on entend quand même des médecins, moi je ne suis pas médecin, hein, donc je ne vais pas pouvoir trancher ce débat-là, mais qui disent, bah, après tout, bon, les enfants sont peut-être pas tellement vecteurs que ça, ou alors des vecteurs, mais des formes adoucies de la maladie. Donc finalement, peut-être que ce serait une bonne chose que les enfants, après tout, que ce soit par les enfants, que les adultes attrapent le Covid. Bon. Parce que ce seraient des formes atténuées, finalement, hein, de la maladie. C'est peut-être vrai. Moi, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que déjà, ce n'est pas du tout les décisions qui ont été prises dans les autres pays, hein, que ce soit l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, etc. Bon, ce n'est pas du tout ces décisions-là. Je sais qu'au Japon, ils sont en train de faire machine arrière parce que ils ont refermé les écoles parce que l'épidémie repartait à la hausse. Bon. Voilà, on est donc dans une situation où on nous a annoncé hier qu'on ferait une espèce de test grandeur nature sur la population française, d'une hypothèse médicale, bon, sans finalement savoir les conséquences humaines de tout ça. Et moi, on appelle les collègues à bien réfléchir à ce qu'ils vont faire, hein, parce que si on commence à compter les morts chez les parents d'élèves 2 semaines après,
le déconfinement, l'ambiance va être lourde quand même dans les écoles. Donc, et c'est comme ça qu'il faut se poser le problème. Il est question de la santé des enfants, il est question de notre santé, de la santé des personnels, mais il est aussi question de la santé de toute la population, parce que c'est pas pour rien que c'était justement les écoles qui ont été fermées en premier, parce que, en tout cas, c'est le discours du Conseil scientifique jusqu'à présent, c'était de dire que c'était les meilleurs propagateurs de l'épidémie. Si les choses ont changé, très bien, mais qu'on le fasse avec précaution. D'ailleurs, je rappelle que dans la Constitution, il y a le principe de précaution qui a été intégré il y a maintenant de nombreuses années. Ben là, pour le coup, le principe de précaution, on n'entend plus parler. Il n'y a plus de principe de précaution. Il a disparu dans les besoins de la reprise économique. Bon. Et tout ça se fait sur la base, passez-moi l'expression, je refile la patate chaude. C'est-à-dire que le gouvernement dit, bon, bah, très bien, voilà le cap, et puis l'intendance doit suivre. Mais alors, donc, les parents d'élèves, finalement, vous êtes responsables, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de poursuite judiciaire par la suite, dans quelques années. Bon. Ben, vous êtes responsable de mettre ou pas votre enfant à l'école, puisque c'est sur la base du volontariat. On sait très bien que ne seront réellement volontaires que très peu de parents. La plupart mettront leurs enfants contraints et forcés par justement un feu vert qui aura été donné à leur employeur en disant terminez maintenant les chômages partiels, etc. Les enfants peuvent retourner à l'école, donc maintenant mon ami tu retournes au turbin parce que maintenant c'est fini. Plus de problème de garde d'enfants. Donc ça veut dire que là on transforme les écoles en garderies. Grandeur nature, on élargit effectivement le système de la garde des enfants de soignants qui était nécessaire dans l'urgence. Mais là, on l'élargit à la totalité finalement des professions, puisque c'est sur la base du volontariat. Donc, en définitive, en faisant ça, on redonne la responsabilité, on rejette la responsabilité sur les parents, on rejette la responsabilité sur les mères. Je trouve ça, moi, absolument invraisemblable qu'un maire puisse, ou pas d'ailleurs, mais puisse décider d'ouvrir ou pas une école. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y peut, lui? Rien du tout. Lui, il est chargé des locaux scolaires, bon, et des ATSEM. Qu'est-ce qu'il va savoir si il est en capacité d'ouvrir ou pas? Est-ce qu'il a suffisamment de... Est-ce que les masques sont fournis? Est-ce que, bon, voilà, tout ça n'est absolument pas ni raisonnable, ni pour la population, pour les personnels et pour les enfants. Et donc, voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience, et elle a lieu, chez les parents d'élèves, chez les enseignants, que tout ça ne peut pas se passer dans ces conditions, et que si on nous mettait devant le fait accompli, c'est la question du droit de retrait des personnels qui est posée. Oui, je confirme tout ce qui est dit. Il est sûr que depuis quelques jours, en tout cas depuis hier, c'est encore plus flagrant. On a tous compris que on était une grande garderie gratuite, tout simplement. Voilà. Il faut simplement revenir aussi sur la chronologie des faits. On a notre ministre qui, la semaine dernière, annonce un plan, un emploi du temps par rapport au retour, le 11 mai, le 18 mai, le 25 mai, lors de son audition à l'Assemblée nationale. Donc, on commence tous à anticiper, à travailler là-dessus. Moi, j'ai déjà eu 1 heure de visio la semaine dernière avec le maire. C'est un problème aussi, le maire qui vient d'être nouvellement élu, qui a priori a toujours pas ses fonctions officiellement, qui est l'ancien premier adjoint, qui travaille en collaboration avec Madame le maire, qui elle est censée malgré tout continuer et assurer cette crise et l'issue de cette crise-là. Donc ça, c'était la semaine dernière, c'était mardi. Et puis on apprend hier de la bouche du Premier ministre qu'on comprend que finalement le 11 mai, les enseignants, le 12 mai, tout le monde, de la petite section au CM2. Et puis ce matin, sur BFM TV, le ministre revient là-dessus en disant que grande souplesse, souplesse, ça c'est un mot qu'on a l'habitude d'entendre depuis quelques jours, et que après tout, non, c'est chacun qui va décider et il n'est pas dit que tout le monde reprenne en même temps. Voilà. Mais en tout cas, le calendrier qui était balisé a été changé,
retravaillé, adapté. Enfin, on n'y comprend plus rien. Les parents non plus. Ils ne savent même plus à quel moment leurs enfants doivent rentrer. Pourquoi les 6e et les 5e et pas les 4e et les 3e. Enfin, bon, voilà. Alors, par rapport au fait qu'on soit une garderie et que l'argument économique ne soit pas forcément principal, même si ce matin, il l'a quand même reconnu, hein, il a dit que c'était quelque chose qui s'entendait et qu'il le reconnaissait. C'est quand même assez incroyable. J'extrapole un peu, je vais au-delà, puisque là, j'ai un discours sur le collège et le lycée. Lors de l'annonce de l'obtention du brevet et du bac sur la note de contrôle continu, l'idée était quand même de faire revenir le plus vite possible les élèves au collège et au lycée pour assurer un enseignement jusqu'au bout, hein, jusqu'au 3 juillet, et puis continuer aussi le contrôle continu. Voilà. Donc ça veut dire que, grosso modo, on continue d'avancer, on faisait des cours, on notait, etc. Donc l'argument il tient pas. Ce matin, Sibeth Ndiaye a dit juste avant, hein, c'était juste avant sur CNews, que son argument c'était de dire qu'on avait renvoyé les plus petits en premier parce que c'était ceux qui avaient le moins d'autonomie dans les apprentissages. Sauf qu'avec ce que je viens de dire et l'idée qu'il y a le brevet et le bac à passer sur le contrôle continu, l'argument il paraît un peu moyen, quoi. Voilà. Et surtout là, il y a une vraie question, c'est-à-dire que quand on calcule bien, moi j'ai fait le calcul, hein, nous on est la dernière zone qui va rentrer de vacances. En ce qui me concerne, 28 jours d'école, une fois qu'on a enlevé le pont de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, etc. 28 jours d'école. Donc ça veut dire, si on fonctionne en demi-groupe, 14 jours d'école. Est-ce que pour 14 jours d'école, ça vaut le coup de mettre tout ça, de mettre ce branle-bas de combat en route pour si peu de résultats? Surtout, on nous dit, enfin moi en tout cas c'est ce qui m'a été dit au niveau de ma circonscription, quand on reviendra à l'école, on n'avance pas dans les programmes. On continue. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire là jusqu'à la fin de l'année? Ça fait 5 semaines que je suis sur la consolidation avec mes élèves. J'ai tout refait, j'ai tout revu. Je ne sais plus quoi faire. Alors on nous dit oui, il faudrait peut-être partir sur des tâches plus complexes, travailler sur la transversalité. Alors vous imaginez ce que ça nous demande nous comme travail, mais pour les parents. C'est-à-dire qu'il faut aussi que le parent il comprenne ce vers quoi on va. Donc ça devient totalement surréaliste. Moi, il y a aussi quelque chose qui me fait un petit peu réagir et bondir, c'est par rapport à la question qui a été posée ce matin. Vous avez très justement posé la question par rapport au volontariat des familles, ce qu'il en était du volontariat des enseignants, puisqu'on laisse le choix aux familles de revenir s'ils jugent que les conditions sanitaires ne sont pas réunies. A priori, nous, on ne va pas avoir le choix. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, soit ça va être droit de retrait, ça risque d'être compliqué, on ne va pas se mentir hein, quand même. Grève, arrêt de travail, peut-être que certains collègues vont réussir à avoir des arrêts de travail de complaisance. Ou bien faire valoir aussi qu'on est un enseignant, enfin une personne à risque. Ça aussi, ça a été très cadré. De mémoire, il y a 9 points qui sont retenus à faire valoir pour le non-retour en classe. Donc, volontariat des enseignants. Et vous avez très justement posé la question aussi de ce qui va en être entre le présentiel et le distanciel. Et est-ce que nous autres enseignants, on va être obligés d'avoir une double peine, c'est-à-dire assurer du présentiel la journée à l'école et du distanciel le soir ou le matin. Voilà. Alors, très honnêtement, j'ai écouté la réponse du ministre. Vous allez me dire après vous ce que vous en avez pensé. Mais moi, si j'ai bien compris, il nous a dit qu'effectivement, l'école n'était pas obligatoire, que c'était l'instruction qui était obligatoire. Et que comme l'instruction était obligatoire, on devait être en mesure de leur fournir du travail à distance, de faire de l'enseignement à distance. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais l'école, elle est obligatoire ou elle n'est pas obligatoire? On fait quoi? On nous explique que comme l'instruction est obligatoire, on va fournir du travail, alors que ce serait aux parents qui, de leur propre chef, même si ça se comprend, hein, ne veulent pas remettre les enfants à l'école. À ce moment-là, que je ne sais pas, ils essayent de trouver une solution, qu'on essaye de partir à fond dans le CNED. Voilà, mais moi, j'ai trouvé la réponse assez ahurissante, quoi, de justifier l'enseignement à distance parce que l'instruction est obligatoire. C'est vrai que moi, il me semblait, à partir du moment où les élèves étaient inscrits dans une école, jusqu'à preuve du contraire, l'assiduité et l'obligation étaient des choses importantes. Et puis, on parlait tout à l'heure aussi des familles qui pouvaient être en difficulté, qui ne comprenaient pas forcément tout ce qui se passait autour, qui n'avaient pas accès à la langue, etc. Il y a peut-être beaucoup de familles aussi qui vont être très, très embêtées, parce qu'elles ne vont pas totalement saisir les enjeux, ne vont pas tout à fait comprendre quel est le cadre sanitaire qui est proposé. Et peut-être que pour certaines familles, c'est un peu jouer à la roulette russe. Il y a ça aussi derrière. Voilà. Et puis,
il y a eu beaucoup de discours qui ont été passés. Et le Premier ministre l'a d'ailleurs utilisé hier dans son discours, où on renvoie effectivement beaucoup la responsabilité sur le terrain, sur les maires. Et également, il a parlé du rôle joué par les directeurs d'école. Sauf que, je vais encore le rappeler, je ne suis pas en mesure de décider de quoi que ce soit. Même si dans mon rôle de directeur, je suis responsable de la sécurité des personnels et des enfants dans l'école, je ne suis pas, par exemple, responsable de la sécurité sanitaire. Je ne suis pas responsable de la sécurité des locaux. Je ne vois pas, je veux bien donner mon avis sur la façon d'organiser les entrées, les sorties, la circulation dans l'école, mais il y a peut-être tout un tas de choses qui vont être à mettre en route et ce n'est pas à moi de le faire. J'espère que dans plein d'endroits, les mairies vont jouer le jeu si on va vraiment vers cette réouverture, parce qu'avec aussi cette histoire comme on l'a dit tout à l'heure en off, je crois, de nouvelles pathologies qui apparaissent chez les enfants, je crains que cela devienne encore de plus en plus anxiogène et que ce soit de plus en plus compliqué. Mais si les écoles sont vraiment amenées à réouvrir, j'espère que dans beaucoup de cas, les mairies joueront le jeu, que ça cadrera avec le fameux protocole sanitaire dont il a dit qu'il devait sortir, je crois, après-demain, donc le 1er mai. Voilà. J'espère que ça cadrera et que ça ne posera pas de problème, parce que je ne vois pas comment les directeurs vont être, j'ai envie de dire, force de persuasion, ou qu'est-ce qu'on va pouvoir faire jouer pour assurer au maximum la sécurité de tous dans l'école. On n'a pas cette fonction-là. Donc dire beaucoup de choses vont reposer sur les maires et les directeurs, je crois que c'est faire peser beaucoup de responsabilités sur les épaules des maires, mais encore plus sur nos épaules à nous. C'est ça, c'est l'ouverture des parapluies à tous les niveaux, hein, pour comment dire, faire que les décisions gouvernementales, qui là ne nous semblent pas raisonnables, hein, bon, ne puissent pas leur être imputées. Voilà, hein. Et donc, effectivement, là, Pascal a tout à fait raison, d'ailleurs, hein, de rappeler que les directeurs n'ont pas du tout à jouer ce rôle qu'on voudrait leur faire jouer, de décider d'ouvrir ou pas une école, par exemple. Enfin, évidemment. Alors, certes, la municipalité, elle, c'est tout ce qui relève, on va dire, du matériel. Hein. Elle dit effectivement si les conditions sanitaires, mais on va dire vraiment au sens basique du terme, hein, sont réunies. Et si ça correspond, on va dire ça plutôt comme ça, si ça correspond à la politique sanitaire qui est fixée nationalement. Mais on ne peut pas avoir autant de politique sanitaire que des 36 000 communes. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter le cirque. Hein. Je veux dire, les épidémies, elles se moquent du découpage administratif d'un pays. Hein. Elles circulent et les seules choses qui peuvent les arrêter, c'est des décisions qui, au contraire, sont bien coordonnées, organisées, qui, justement, permettent de stopper la progression. Je pense que dans l'urgence, le confinement, ça a été le moyen de stopper ça. Et le confinement, il a été imposé par l'impéritie des gouvernements successifs de ces dernières années. C'est parce qu'on n'avait pas assez de masques, c'est parce qu'on n'avait pas assez on avait fermé 70 000 lits d'hôpitaux ces dernières années qu'on s'est retrouvé dans cette situation. Et que donc, il fallait surtout pas, hein, effectivement, ça c'était l'évidence, passer au-dessus des capacités, hein, de réanimation à l'hôpital. Bon. Donc, on l'a fait. Tout le monde, je pense qu'il faut aussi se poser le problème comme ça. La population dans son ensemble a fait un grand effort, hein, de discipline, pour tout faire pour arrêter l'épidémie. Et elle a été arrêtée. Elle a été arrêtée en région parisienne, elle a été arrêtée voilà, là où. Et heureusement que l'ouest de la France, justement, n'a pas été touché grâce à ça. Hein. Et le gouvernement devrait être redevable maintenant, se montrer redevable de cet effort de la population. Hein, et que, y compris tous les fonctionnaires ont fait, comme j'ai dit, là en l'occurrence pour les enseignants, que la maison tienne debout, bon, et qu'on reparte des personnels, voilà, qu'on reparte de leur expertise, qu'on reparte effectivement du niveau des conseils des maîtres jusqu'aux organisations représentatives, enfin que sais-je. En tout cas, voilà, que par exemple les préconisations du CHSCT ministériel, qui représente
les représentants des personnels sur les questions de santé et sécurité au travail et les questions d'hygiène, que ces préconisations soient écoutées par le ministère. Bon, là, elles ne le sont pas du tout. Je veux dire, 15 élèves par classe, c'est beaucoup trop. Pas de masque pour les enfants, parce on nous refait le coup des masques d'ailleurs. Pour les enfants, c'est pas utile, tout simplement parce que visiblement, on n'en a pas du tout pour les enfants, alors que je vois qu'en Chine, en Corée, des classes entières avec des masques. Bon, oui, c'est pas agréable, évidemment, pour des petits. Je parle même pas des maternelles, évidemment, mais on va dire qu'à partir de l'école élémentaire, bon, c'est évidemment pas agréable de porter un masque toute la journée. C'est déjà un objectif voilà, de s'y habituer, de faire attention, bon, voilà. C'est pas facile, donc il faut être évidemment en petits groupes. Mais on aurait pu tout à fait voilà, se donner cet objectif-là. Redémarrons dans certains départements où il y a peu de contamination avec le matériel nécessaire pour essayer, pour voir comment ça marche. Ça aurait été quelque chose de raisonnable. Mais là, on n'est plus du tout dans le cadre du raisonnable. On est dans le cadre de il faut relancer la machine. Ben voilà, on a pris une date et maintenant débrouillez-vous. C'est ce que j'interprète aussi. C'est ce que j'interprète aussi. Vous voulez rajouter quelque chose? Je vous remercie alors. Merci pour cette audition, pour toutes ces précisions. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation en tout cas.